Je ne suis pas certaine que tout le monde me connaît, donc Chantal Pelletier. Je suis coordonnatrice, je vais regarder la caméra au lieu de vous regarder. Je suis coordonnatrice transfert et contenu à l'IRCM. Je suis là depuis 1 an. Puis, un de mes projets qu'on m'a confié, donc, quand je suis arrivée, c'était de prendre toute la diversité de statistiques qui existent au Québec, en Montérégie, dans les MRC, à propos de plus de 1001 sujets, puis d'essayer d'en faire quelque chose qui a un sens. Puis moi, j'ai été enseignante, j'ai travaillé dans le domaine des communications, mais je ne connaissais pas encore le monde scolaire, le monde de la persévérance scolaire tant que ça quand j'ai commencé à l'IRCM. Fait que pour moi, ça a été une super occasion de comprendre un peu mieux les déterminants de la persévérance scolaire, qu'est-ce qui peut constituer un obstacle ou un élément favorable. Donc, pour cette PSRE, donc là, je vais continuer en disant PSRE, si vous le voulez bien, pour persévérance scolaire et réussite éducative, parce que sinon, c'est un exercice de diction qui va revenir beaucoup trop souvent. Donc, en juin, on a sorti ce premier portrait de la Montérégie. Comme je vous disais, à ce moment-là, je n'avais pas encore compris 100%, puis je n'ai toujours pas compris 100% de tous les liens entre les différents éléments, mais j'ai évolué depuis juin, puis vous allez voir qu'il y a eu quelques mises à jour dans ce portrait-là par rapport à celui que vous avez peut-être téléchargé en juin. Donc, à la fin de ma présentation, je vais vous indiquer à quel endroit trouver la version novembre 2024 sur le site web de l'IACM, puis je vais vous inviter à aller télécharger la nouvelle version dans laquelle il y a des précisions qui sont assez importantes. Quand j'ai pris l'ensemble des statistiques en main, je me suis dit, il y en a trop. Il faut faire un choix parce que si on veut dresser un portrait qui va être compréhensible par les acteurs du milieu, les acteurs de l'écosystème, il faut créer quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place, puis mettre à jour, puis répéter d'année après année pour voir s'il y a une évolution. Puis il va falloir aussi créer quelque chose qui va nous permettre de rentrer dans nos MRC parce que, vous le savez, tout est différent, hein, de long en large de la Montérégie et les MRC sont extrêmement différentes les unes des autres. Et pourquoi on a choisi l'échelle MRC plutôt que celle des centres de services scolaires? C'est parce qu'on veut vraiment s'intéresser à tout l'écosystème qu'il y a autour du jeune. Non, on sait que l'école et le milieu scolaire, c'est un intervenant extraordinaire auprès des jeunes, mais il y a aussi le communautaire, le municipal, il y a aussi tout ce qui est santé, les employeurs, tous ces gens-là ont un rôle à jouer autour de nos jeunes. Puis, c'est un peu ça ici qu'on essaie de faire avec le portrait, c'est de dresser les conditions qui sont favorables ou plus à risque pour nos jeunes, indépendamment parfois du milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on sort du milieu scolaire et c'est le choix qu'on a fait pour nos MRC. Donc, excusez-moi, ici, voyons, j'étais supposée de pouvoir. Ah, voilà. On a choisi 15 indicateurs. Puis, comme je vous dis, à l'époque, je n'avais pas encore tout compris l'impact de plein de choses, ce qui fait que ces indicateurs-là vont probablement être modifiés un peu puis changer dans la prochaine année. Il nous manque des indicateurs sur la santé mentale, qui est un phénomène extrêmement important. On a des indicateurs qui sont un peu redondants. Il y a des indicateurs qui sont peut-être pas assez précis pour nous donner vraiment une bonne indication, notamment un que j'ai changé très récemment, où l'indicateur numéro 7, où on parle de taux de personnes issues de l'immigration de première génération. Cet indicateur-là, il y a quelques jours, c'était taux de personnes issues de l'immigration. Et j'ai fait beaucoup de recherches, je vous en reparle tout à l'heure, pour faire cette petite distinction-là, puis vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, on va les voir un par un. Je ne rentrerai peut-être pas en détail sur tous ces indicateurs-là, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. On va prendre le temps de les regarder pour se donner une bonne idée de ce qui se passe. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bon, la Montérégie, je le répète, c'est grand, c'est large, les MRC ne sont pas toutes équivalentes. Alors, j'ai décidé de procéder à une analyse qui me permettrait d'aller trouver les extrêmes. Donc, dans les MRC, il y a parmi les indicateurs que vous avez vus, il y en a pour lesquels le fait, par exemple, d'avoir une plus grande densité de population
c'est favorable pour la diplomation. Donc, plus il y a de monde, plus ça diplôme. Donc, ce qu'on a fait, c'est que parmi nos 13 MRC, on a toujours été chercher les 3 MRC qui étaient dans le quintile, en fait, hein, dans la zone la plus élevée, et les 3 qui étaient dans la zone où c'était le plus faible pour pouvoir se comparer entre nous. Et puis, là, ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est une comparaison interne, puis que lorsque c'est écrit favorable, ça ne veut pas dire que tout va bien, là. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Ça veut seulement dire qu'entre nous, dans ces MRC-là qu'on qualifie de favorables, ces 3 MRC-là, c'est là où ça va le mieux par rapport à un indicateur précis, mais ça ne veut pas dire que c'est parfait et que tout va bien. OK? Donc, c'est simplement pour fin de comparaison. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Tout le monde va bien? Si jamais vous avez des questions, je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas à lever votre main numérique. Pour moi, ça va popper à l'écran parce que je ne verrai pas les mains. Je les verrai peut-être, mais bon. Et je prendrai la question à ce moment-là. Il n'y aura pas de problème. Je continue. Avec tout ça, donc, ce portrait-là, on a également été créer des portraits pour chacune des MRC et les MRC vont être présentés dans les prochaines semaines. Donc, puis à la fin de la présentation, je vais vous montrer où aller vous inscrire, le cas échéant, si ça vous intéresse, d'assister à ces présentations-là. Je commence. On commence ici avec un portrait global de notre Montérégie. Puis ce qui est très, très intéressant ici, c'est de voir que la population de Longueuil, ici, on a vraiment, plus c'est foncé, hein, plus il y a de monde, là, plus l'augmentation a été grande de population. Excusez-moi, non, plus il y a de monde, je m'excuse. Donc, on voit ici Longueuil, Roussillon, on voit que c'est les régions tout proches de Montréal, hein, dans lesquelles il y a le plus de monde. Et entre 2016 et 2021, il y a eu une augmentation de 5,4 de la population en Montérégie. Le seul endroit où ça a baissé un petit peu dans ces années-là, c'est dans le Haut-Saint-Laurent. Puis, l'augmentation de la population, c'est vraiment majeur parce que ça demande une réorganisation des infrastructures dans plusieurs endroits où il y a eu des grosses hausses de population. Donc, ça, ici, c'est sûr que ça a bouleversé certaines façons de faire. Puis, pour votre info, la Montérégie, on est la région administrative la deuxième plus grande au Québec. Et pour nos 0-17 ans, c'est 20 de la population. Tandis que les 0-34, qui est un groupe auquel l'IRCM s'intéresse de plus en plus, là, les 24-34, on est à 39 de la population de la Montérégie. Donc, c'est quand même une portion respectable de nos concitoyens. Oups, pardonnez-moi. En termes de densité de population, c'est ici qu'on voit comment Longueuil se démarque par rapport aux autres MRC. Il se démarque tellement que ça a comme plus de bon sens, à quel point c'est différent. Puis, c'est quelque chose que je constate depuis 1 an, puis c'est des choses que des gens de l'agglomération de Longueuil aussi me disent. C'est presque un monde en soi, hein, l'agglomération de Longueuil avec ses différentes villes principales. Alors, c'est difficile, hein, de comparer cette agglomération-là, d'autant plus qu'ici, on est dans un point de vue très urbain, puis dans certaines autres MRC, on est plus en mode rural. Alors ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, qui préoccupe l'IRCM beaucoup. Essayez vraiment d'avoir des données qui vont représenter ces deux réalités-là en Montérégie. Ce n'est pas toutes les régions du Québec qui ont ces deux réalités. Puis on s'intéresse vraiment à ça. Puis on essaie vraiment d'obtenir des données qui ne sont pas un amalgame toujours de cette Montérégie-là et qui en fait n'est pas tant représentée par l'amalgame. Et c'est ça qui est important de comprendre. Il faut aller pointer un peu plus loin. Alors, je vous le disais, on a toujours cette échelle ici où on a nos 3 MRC qui sont dans le quintile le plus bas par rapport à la population dans ce cas-ci et celle pour qui c'est favorable. Donc, vous allez constater, si vous êtes un peu attentif, je ne les nommerai pas à chaque fois, vous allez constater qu'il y a des MRC qui vont revenir souvent dans cette petite zone rouge ici et d'autres qui vont revenir souvent dans la grande zone verte ici. À la fin, je vais vous montrer le portrait, la carte de risque, je dirais, là, pour nos MRC, puis on va faire des constats qui sont assez intéressants. Donc, oui, c'est le portrait de la Montérégie, mais moi, je ne voulais pas que ça. Je voulais vraiment qu'on ait un portrait où on voit nos zones et nos zones de risque.
Il y a un élément ici que j'ai ajusté depuis la dernière version du portrait. Le taux de mobilité après 5 ans. Le taux de mobilité après 5 ans, c'est le nombre de personnes qui ont migré, donc qui se sont installées dans notre région entre les deux derniers recensements. Donc, entre 2016 et 2021, combien de personnes ont migré en Montérégie? Ça, c'était le premier indicateur qu'on avait recensé et on se disait, ben, c'est sûr que plus le monde déménage, ben, plus le monde arrive dans notre région, plus les élèves doivent s'ajuster à l'école, plus les enseignants doivent s'adapter à ces élèves-là. Puis il y a des gens qui m'ont posé la question au cours de mes rencontres. Bonjour Yannick, au cours de nos rencontres, oui, mais ils viennent d'où ce monde-là? C'est tous des personnes qui ont immigré dans notre pays? Est-ce que ce sont des personnes qui arrivent du Québec? Est-ce qu'ils étaient peut-être déjà dans le même quartier, mais ils ont juste déménagé parce qu'ils ont trouvé un appartement plus grand? C'est qui ce monde-là? Et j'ai trouvé ça, cette question-là, d'une pertinence telle que j'ai fouillé. Et j'ai réussi, avec le recensement de 2021, à trouver cette information-là. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte, il y a 3 types de migrants. OK? Il y a les non-migrants. Donc, parmi les personnes en Montérégie qui ont bougé, hein, qui se sont installées ou qui ont changé de zone en Montérégie, 39, presque 40 des gens ont bougé. C'est énorme, là. Quand on est un enseignant puis qu'il y a 40 des gens qui arrivent dans une zone, c'est énorme. De ces personnes-là qui ont bougé, il y a des non-migrants. Les non-migrants, c'est des personnes qui sont restées dans la même zone. Donc, elles ont une connaissance des organismes communautaires, techniquement ou théoriquement. Elles ont une connaissance des écoles, du quartier, des ressources, etc. Les non-migrants sont peut-être un peu moins à défi, je dirais, que les deux autres types de migrants. Donc, les migrants internes, ce sont des personnes qui habitaient déjà au Québec ou au Canada avant de s'installer ici. Donc, connaissance du système politique, des règles générales, etc. Et parmi ceux-ci, on a 2,5 de gens qui arrivaient d'un autre pays. C'est très important de voir cette différence-là, mais les personnes qui étaient déjà au Québec ou au Canada méritent tout autant qu'on s'occupe d'elles lorsqu'elles arrivent dans un système scolaire qu'une personne qui arriverait de l'extérieur du pays, peut-être pas de la même façon, puis ce sont certainement pas les mêmes interventions, mais il faut vraiment se soucier de ce gros 24,2%-là qui ne connaît peut-être pas les ressources du milieu, qui ne connaît peut-être pas comment ça fonctionne dans l'école, les règlements, la ville. Donc, il y a vraiment des choses à aller voir aussi avec cette population-là qu'il ne faut pas oublier. Tout le monde me suit là-dessus? Excellent. Moi, ça m'a vraiment fasciné, cette petite distinction-là que je ne connaissais pas. Et dans ce cas-ci, notre Haut-Saint-Laurent qui arrive, ça ne sera pas long, je t'attends, Marie-Josée, notre Haut-Saint-Laurent qui arrive régulièrement dans notre belle zone rouge, eh bien, dans ce cas-ci, ce sont les gens qui sont les plus stables. Ils ont beaucoup moins de mouvance que dans d'autres régions. À Longueuil, on est à 41%, puis dans le Haut-Saint-Laurent, on est à 33%, donc c'est beaucoup plus bas. Marie-Josée. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour André, que je connais aussi. Moi, je travaille pour le Centre de services scolaires des Patriotes, principalement avec une clientèle issue d'immigration. Donc, ce que tu présentes en ce moment, je suis très interpellée, très intéressée. Je voulais juste être sûre de bien comprendre, dans le fond, les gens qui proviennent de l'extérieur du Québec, donc vraiment issus de l'immigration sur le territoire, ça correspond dans le cercle aux 2,5 %, c'est bien ça? Exactement. Pour les 5 dernières années. Pour les 5 dernières années, donc ils sont issus de l'immigration récente. Et non seulement ils arrivent de l'extérieur du Québec, mais ils arrivent de l'extérieur du Canada. OK? OK, donc, parmi nos migrants internes, on a des personnes qui arrivent du reste du Canada là aussi. Donc, ils étaient au Canada à quelque part, probablement souvent au Québec, mais ils étaient au Canada. Donc, il y a peut-être des personnes anglophones aussi dans toutes ces personnes-là, qui sait, mais il y a vraiment ces 3 types-là. C'est certain que ce n'est pas les mêmes interventions, mais c'est certain qu'il y a un accueil particulier aussi à faire à ces personnes-là. Bonjour, Lynn.
OK. Je continue? Ça va pour ça? Excellent. Donc, je vais juste réduire un petit peu ici. Les taux de famille monoparentales, en fait, pourquoi on a inclus ceci, c'est que la littérature le nomme les personnes qui proviennent de familles monoparentales ou qui vivent dans des familles en monoparentalité ont diplôme moins. Donc, on a pris ce chiffre-là. Et ici, en Montérégie, on a d'abord 57,4 % des familles qui ont des enfants. Parmi ces familles-là, on en a 28 qui sont des familles monoparentales. Dans le cas de cet indicateur-là, j'ai vraiment choisi de ne pas indiquer si c'était monoparental femme ou monoparental homme, parce que dans ce que j'ai lu, en fait, quand je me suis vraiment intéressée à cet indicateur-là, j'ai été très intéressée et très surprise de constater que cette question-là, dans le recensement, la question, c'est est-ce que vous êtes en couple ou séparé, par exemple? Puis là, ils vont dire, je suis en famille monoparentale. En fait, la question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec votre enfant? Et si oui, cette personne-là devient famille monoparentale femme ou famille monoparentale homme, selon que l'enfant était avec la mère ou le père le jour du recensement. Fait que si vous avez une garde partagée 50-50, puis que ça donnait que ça tombait sur la mère cette journée-là, c'est pas reflété. L'état de cette monoparentalité-là n'est pas reflété dans les statistiques du gouvernement. Ça, c'est une subtilité qui serait vraiment intéressant d'aller chercher. Puis ça, on en parle avec d'autres personnes avec qui on s'intéresse aux statistiques. C'est un problème parce qu'on va indiquer qu'il y a beaucoup de familles monoparentales femmes et peut-être que ça reflète une tendance à ce que ce soit plus souvent les femmes, effectivement, qui ont les enfants à la maison, mais ça ne reflète pas le soutien qui est donné par le mari ou vice-versa. Okay? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas inclus cette statistique-là, parce qu'en termes de persévérance scolaire, c'est le fait d'être en famille monoparentale, point final, qui a un impact sur cette diplomation-là. C'est important de connaître ces petits repères-là, surtout si vous travaillez dans des écoles, justement, ou des centres de services scolaires et que vous voyez des élèves qui sont plus à risque, peut-être se poser ces questions-là. Ah, il vit dans quel genre, il est où cet élève-là, il vit dans quel genre de famille, etc., pour voir s'il y a plus de risques, en fait, associés à sa persévérance. OK. Ici, on a les revenus et l'emploi. Eh bien, c'est aussi documenté que les familles à faible revenu, donc les jeunes qui viennent de familles à plus faible revenu, vont avoir un taux de diplomation moins élevé. On a donc ici encore une fois Beauharnois, au Saint-Laurent, Pierre de Sorel qui sont dans notre trio du bas. Puis, tu sais, c'est la faute de personne, là, hein? C'est juste un état de fait là, actuellement ici. C'est pas un bulletin, là, je veux vraiment le préciser. Puis, on a nos MRC qui sont Vallée du Richelieu, Marguerite-Diouville, Hérouville, qui sont plus favorables. Le taux d'emploi à Montérégie, il est un peu plus élevé que celui du Québec, 70, presque 80 plutôt que 77. Et ce que j'ai ajouté récemment et qui m'a beaucoup interpellée, c'est le taux d'emploi des personnes de 15 à 24 ans. Ce sont ces personnes-là avec qui on travaille beaucoup dans les écoles secondaires, cégep, université. Ici, à Montérégie, on a un taux d'emploi de presque 60 % des personnes de 15 à 24 ans. Ce ne sont pas tous des étudiants et étudiantes. Il y en a de ces personnes-là qui ne vont plus à l'école. C'est un gros taux de travail. C'est bien, c'est le fun que les jeunes travaillent, mais il faut se préoccuper de plus en plus de cette réalité-là où ils doivent concilier travail, études, vie personnelle. Et on travaille fort en ce moment à trouver des façons d'informer le système, tous les systèmes scolaires et les acteurs du réseau sur cette réalité-là en Montérégie. Et on va bientôt proposer un webinaire bientôt. Lorsqu'on aura présenté toutes nos MRC, on va proposer un webinaire sur la CATVP, mais vraiment particulièrement là-dessus. Puis vous allez constater que nos jeunes ont une lourde charge sur les épaules. Ceux qui travaillent fort et une grosse proportion de nos élèves ont une charge de plus de 45 heures par semaine de travail, études, plus leurs cours. Donc, il y a beaucoup de jeunes
qui ont une lourde charge. Marie-Josée? Oui, je ne sais pas si tu allais en parler éventuellement, mais est-ce qu'on sait, ça correspond à quel nombre d'heures à peu près approximatif par semaine? Est-ce que c'est du 10 heures semaine ou on est plus comme dans le 25 heures semaine où là, ça serait comme vraiment problématique, là? Ça dépend du niveau. Puis ça, évidemment, quand je vais donner le webinaire, je vais donner les détails, mais je te réponds, Marie-Josée, lorsque c'est au secondaire, c'est après 15 heures. En formation professionnelle, cégep, université, c'est après 20 heures. Puis je veux vous dire que nos élèves de la formation professionnelle, c'est difficile. C'est vraiment difficile pour eux, tout cet aspect-là de la conciliation travail-études, vie personnelle. Je vais en parler plus longuement dans un prochain webinaire, mais c'est vraiment une clientèle dont il faut vraiment se préoccuper là, sur cet aspect-là, notamment ceux qui ont des enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment des clientèles qui sont à risque. Mais voyez-vous, cet indicateur-là, il n'est pas encore assez défini dans mon portrait de la Montérégie. Et ça va se raffiner dans une version 2025 où on va nommer un peu plus ces réalités-là. J'ai quand même une statistique ici où on dit qu'entre 15 à 19 ans, on a 38,5 des jeunes qui ont soit un emploi à temps partiel et 11 qui ont un emploi à temps plein. C'est quand même la moitié de nos jeunes ici, là, entre 15 et 19 qui ont un emploi à temps partiel ou temps plein. Et ça monte ici, je dirais, aux 2 tiers pour nos 20-24 ans, puis aux 3 quarts, même plus, là, à 80 pour nos 25-29 ans. Donc, c'est des bonnes nouvelles parce que l'emploi a un impact positif sur nos jeunes, mais il y a des choses dont on doit tenir compte lorsqu'on est dans le milieu scolaire. Et ça, je vais vous en reparler Vous vous inscrirez, là, ça va être peut-être mars ou avril 2025. Donc, je continue rapidement parce qu'on sait que le faible revenu peut avoir un impact. Ici, c'est le taux de personnes sans aucun certificat, diplôme ou grade. C'est vraiment les jeunes dont les parents n'ont pas de diplôme d'études secondaires vont avoir un taux de diplomation beaucoup plus bas que ceux dont les parents ont une scolarité plus élevée, qui vont valoriser probablement plus l'école à ce moment-là. Et en Montérégie, on a quand même une population qui est bien, il y a quand même des beaux niveaux d'éducation. Lorsqu'on parle de aucun certificat, diplôme ou grade, on a 11,4 de notre population. Mais regardez ici, là, 22 dans Acton, 20 dans la Haute-Saint-Laurent, 19 dans les Jardins. Voyez-vous que notre 11,4 ici, il a l'air bien beau là, quand on le regarde globalement, là, mais il faut s'intéresser vraiment à nos sous-régions pour mieux comprendre les problématiques. Puis il y a des gens qui ont des problématiques grandes à ce niveau-là. Même si ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de problématique. J'ai séparé, ça c'est nouveau, j'ai séparé les DES des DEP dans mon graphique. Avant, c'était amalgamé ici, là. Et justement, parce qu'on a commencé à visiter nos MRC ici, puis notamment dans le Haut-Saint-Laurent, les gens nous ont dit, oui, mais c'est quoi la proportion de DES versus DEP? On serait curieux, puis je fais, ben oui, mais vous avez raison. Donc, j'ai décidé de séparer ces deux types de diplômes-là. Puis, on voit que pour l'ensemble de la Montérégie, c'est à peu près équivalent, hein. C'est autant de DEP que de DES. Mais lorsque vous allez assister à mes webinaires sur les MRC, vous allez voir qu'il y a des MRC pour lesquels le DEP est beaucoup plus proéminent que le DES et vice-versa. OK? Donc, il y a différentes réalités et c'est très intéressant. On a quand même une belle proportion de diplômes universitaires. Alors, c'est intéressant de regarder cette population-là. Je continue. On est à 11h29. Peut-être que je vais accélérer un petit peu. Diversité ethnoculturelle, ça, c'est un des indicateurs sur lesquels j'ai travaillé toute la journée hier, justement, pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Les taux de personnes issues de l'immigration de première génération. Depuis que je travaille à l'IACM, il y a dans ma tête cette ligne qui dit que les personnes issues de l'immigration diplôment plus. Et c'est vrai, de façon générale, les personnes issues de l'immigration ont un taux de diplomation plus élevé, mais vraiment de plusieurs points là, de pourcentage que les personnes natifs du Québec, ou en fait que les personnes natifs, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, bref, que les Québécois de souche, si je peux employer cette expression.
Mais en fouillant un petit peu plus récemment, j'ai réalisé, parce que je voulais faire des graphiques, j'ai réalisé que, wow, 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 attends un peu, wow, les personnes issues de l'immigration peut-être, mais pas tous. Pas les personnes issues de l'immigration de première génération. Ces personnes-là ont vraiment des défis particuliers. Les personnes qui les encadrent d'un point de vue scolaire aussi ont des défis particuliers à rencontrer avec ces personnes-là, notamment si elles ne parlent pas le français, donc ou s'il y a une francisation en cours. Donc, il y a des défis importants. Ce qui fait que j'ai changé l'indicateur pour ajouter de première génération et en fait, les MRC pour lesquels il y a moins d'immigrants de première génération vont probablement avoir un taux de diplomation un peu plus élevé que les MRC qui ont un gros pourcentage de personnes issues de l'immigration de première génération. Ce qui est le cas de Longueuil, qui a des défis importants. 26% des personnes issues de l'immigration à Longueuil sont des immigrants de première génération. C'est beaucoup, là. Fait que c'est des gros défis. Alors, c'est pour cette raison que j'ai voulu changer l'indicateur. Si vous le voyez ici, en Montérégie, on a 12,8 de notre population qui est issue de l'immigration. De ce 12,8 %-là, 75 sont des immigrants de troisième génération ou plus, là. Un petit bout qui sont ici. On a un 10 qui sont deuxième génération, donc c'est des personnes qui sont nées ici. Et on a un 15 qui est première génération. OK? Donc, on a une belle proportion de nos personnes issues de l'immigration qui sont installées avec nous là, depuis un bon bout de temps. Les principaux pays d'origine entre 2016 et 2021 ont été la France, la Chine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Ça, c'est pour la Montérégie au complet. Vous allez voir que pour chacune de nos MRC, c'est complètement autre chose. On a des MRC où il y a principalement une immigration de la Chine. D'autres MRC, ce sera principalement de l'Afrique. Il y en a que c'est la France. Bref, c'est vraiment un portrait complètement différent d'une MRC à l'autre. Donc, c'est extrêmement intéressant de regarder. Puis, il y a un impact sur la diplomation par rapport au lieu d'origine des personnes. Selon la littérature, c'est peut-être ça date un peu par contre parce que cette donnée-là vient de 2015, puis je vais vouloir la vérifier parce qu'il y a sûrement des nouvelles données qui vont sortir. Ce sont les élèves d'Asie de l'Est et d'Europe de l'Est qui réussissent le mieux, puis ce sont ceux d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Antilles et de certaines régions de l'Afrique qui vont afficher des résultats un peu plus faibles. Donc, c'est important aussi, ça, sur le taux de diplomation dans certaines MRC. Est-ce que tout le monde m'a suivi là-dessus? Pas de questions? Excellent. Le taux de connaissance du français, en Montérégie, les personnes dont la langue maternelle est le français, c'est 79 de la population. Mais on a quand même 95 de la population qui parle français, même si ce n'est pas leur langue maternelle. Donc, c'est une belle proportion. C'est un peu plus que le Québec. Puis au Québec, ce sont 76 des gens dont la langue maternelle est le français. Donc, nous, on a un petit peu plus de langue maternelle français, mais on a une belle proportion. Il y a certaines MRC qui sont presque à 100 Pierre de Sorel, donc de gens qui parlent ou qui comprennent ou qui connaissent le français, même si ce n'est pas parfait. Et le Haut-Saint-Laurent, c'est à 88,8, mais leur système scolaire est bien développé par rapport à la langue et pour l'instant, ça ne semble pas être un enjeu principal ou un enjeu majeur dans certaines MRC, mais on garde ça à l'œil qu'il y a des défis supplémentaires. Oui, Jean-Paul. Oui, merci. Vous venez de dire qu'il y a une disparité au niveau de la réussite selon les différentes origines. Est-ce que dans votre étude, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez approfondi pour voir est-ce qu'il y aurait des facteurs qui font que certaines personnes réussissent mieux que d'autres dans ces différentes origines de ces personnes-là?
Jean-Paul, je vais vous envoyer le lien vers ma source, si vous le voulez bien. C'est une recherche, ça s'appelle la scolarisation des jeunes Québécois issus de l'immigration, un diagnostic de la Fondation Lucie et André Chagnon, qui a fait cette étude-là. À la fin de la rencontre, je vais glisser le lien dans la conversation. C'est bon? Pour pouvoir... très intéressant, cette recherche-là, mais elle date un peu. Donc, il faudrait que je trouve des données un peu plus récentes parce que le portrait des personnes issues de l'immigration de la Montérégie a beaucoup changé dans les dernières années. Donc, c'est peut-être plus tout à fait le cas. Donc, je me garde une réserve là, par rapport à cette information-là. L'indice de littératie, ça, c'est en amélioration à peu près dans toutes nos MRC, mais on reste encore à plus de 50 de nos personnes, de notre population qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, un analphabète fonctionnel, c'est-à-dire qui est sous le niveau 3 de littératie. Le niveau 3, il est ici, là. C'est lire des textes denses, je vais vous le montrer, ou longs, nécessitant d'interpréter et de donner du sens aux informations. Plus de 50 ici de notre population est dans un niveau 0, 1 ou 2. Plus, évidemment, on est dans une MRC où c'est, voyez-vous, à Acton, c'est 62 de la population qui est sous le niveau 3. Ça, c'est les parents là, de nos jeunes. OK? C'est extrêmement important dans ce cas-là pour toute l'information qui circule, autant pour les parents que pour les jeunes, d'en tenir compte de cette information-là dans des MRC plus que dans d'autres, mais quand même, hein, Longueuil, c'est notre championne de littératie, puis on est à 48 Il y a encore du chemin à faire, mais c'est dans le bon sens. Là. OK, là, évidemment que faut continuer, tout simplement, là, comme on est parti, puis sans baisser les bras. Petite enfance, ici, bon, c'était la situation de faible revenu qui est pas mal équivalente à ce que je vous ai dit plus tôt là, par rapport au faible revenu, l'emploi et tout ça. Là, je ne répéterai pas parce qu'on a peu de temps. C'est les places en service de garde qui sont très, 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 très inégales entre nos MRC. En Montérégie, on a 67,3 de nos enfants qui ont accès à une place en service de garde. Donc, qui pourraient s'inscrire à un service de garde, qu'il soit petite enfance, garderie privée subventionnée ou non subventionnée, ou encore le milieu familial. Voyez-vous, ici, c'est représenté presque à un quart pour chacun des milieux. Mais à Longueuil, on est à presque 80 et dans le Haut-Saint-Laurent, c'est 41 seulement des enfants qui ont accès à un service de garde. Donc, il y a des problématiques majeures à ce niveau-là, là, dans certaines MRC. C'est important de le constater. Parce que quand on regarde, encore une fois, la moyenne montérégienne, 67,3 on se débrouille pas très mal, ça va quand même assez bien. Au Québec, c'est 68 mais il faut aller un peu plus loin, puis il faut aller fouiller à quel endroit c'est plus problématique. Et sachant ça, qu'il y a des jeunes qui n'ont pas accès, parce que les services de garde de qualité vont vraiment permettre de diminuer la vulnérabilité des enfants lorsqu'ils accèdent à la maternelle. C'est reconnu que d'aller en garderie, dans une garderie de qualité, évidemment, là, qui a un programme de qualité, va diminuer cette réalité-là, cette vulnérabilité-là. Donc, c'est important et c'est important de s'en rendre compte. Et puisqu'on ne peut pas faire le travail nécessairement d'installer des garderies juste parce qu'on a le goût de le faire, bien, il faut mettre des services en place qui vont compenser pour le manque de services de garde dans certaines régions. Il faut penser à des projets qui vont aller chercher ces jeunes qui auraient besoin d'être en service de garde et qui ne le sont pas. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces données-là.
Justement, parlons-en de la vulnérabilité. L'ECDEM, je pense qu'ils sont en train de faire une grande tournée en ce moment, l'ECDEM, pour présenter les portraits dans les différents RLS, si je ne me trompe pas. Et ici, je vous donne le portrait de la Montérégie, puis je vais aller plus loin quand on va parler des MRC. On a 5 domaines de vulnérabilité. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'ECDEM, mais l'ECDEM, c'est un questionnaire qui est remis aux enseignants et enseignantes de maternelle. Je pense que c'est maternelle 5 ans, mais bon, si quelqu'un sait que si ça inclut la maternelle 4 ans, vous me le direz, là, je ne suis pas tout à fait certaine. Et ce questionnaire-là qui est normé, donc qui est passé, c'est le même questionnaire dans toutes les écoles depuis 2012, donc qui a été passé en 2012, en 2017 et en 2022. On mesure, entre guillemets, la quantité ou le pourcentage d'élèves qui sont vraiment vulnérables. Puis là, il y a toute une définition de la vulnérabilité là, que je vous laisserai lire si jamais vous avez envie, mais c'est vraiment un pourcentage d'élèves qui ont vraiment un score, entre guillemets, un pointage très bas. Santé physique, bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier, et les habiletés de communication et connaissances générales. Cette vulnérabilité-là ne cesse de monter partout. C'est comme un cri d'alarme en ce moment un peu par rapport à nos jeunes. Il y a vraiment il y a une vulnérabilité de plus en plus grande. Est-ce que c'est dû, est-ce qu'il y a de la COVID là-dedans qui est rentrée en ligne de compte? Santé mentale des parents peut-être. Il y a tellement... développement des enfants. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, André. Il y a probablement plusieurs variables en ligne de compte, mais le fait est que ça monte partout. Je pense qu'il y a 1 ou 2 MRC pour lesquels ça a descendu partout. Donc ça va être intéressant de le constater lorsque je ferai les autres séminaires. Mais en Montérégie, c'est la maturité affective qui souffre le plus. On parle ici d'un taux qui est vraiment plus élevé que celui du Québec. Puis, en santé physique et bien-être, ben, ça va bien, OK, par rapport au reste du Québec. Donc, il faut se préoccuper de la petite enfance parce que cette petite enfance-là a un impact sur l'ensemble du parcours scolaire de l'élève par la suite, sur ses habitudes de santé, sa consommation, etc., donc d'alcool, de drogue. Il y a tellement d'impact à moyen et à long terme que c'est vraiment un enjeu qui doit être pris au sérieux. Donc, voyez-vous ici, ça monte partout. On est à 29,1 % d'enfants qui ont au moins une vulnérabilité, contre 28,7 % dans l'ensemble du Québec. Je vais vous passer tout ça. Ça, c'est de l'information. C'est simplement pour qu'on ait un portrait de notre système. Il y a combien d'écoles, il y a combien d'élèves, français, anglais, public, privé. Donc, si jamais vous avez envie de jeter un œil, vous pourrez y aller. Et il y a une grosse question que je me pose, moi, c'est une question existentielle. Au secondaire, à la formation professionnelle, c'est ici, dans les 20 ans et plus, des personnes qui parlent anglais en ASP ou AEP, c'est ici que la proportion d'élèves anglophones est la plus élevée. Donc, d'habitude, on a 3-4 % d'élèves anglophones un peu partout. Ça monte jusqu'à 10 ici. Mais là, on a 41 % qui sont des élèves anglophones. Fait que si jamais vous avez une explication, je suis preneuse. Je pose la question souvent, puis il n'y a personne vraiment qui peut me répondre sur cette question-là. Donc, mais c'était vraiment une observation que j'avais faite. Le profil scolaire, donc vous connaissez peut-être un peu l'IMSE, qui est un indice qui permet de mesurer la vulnérabilité ou le milieu socio-économique des écoles sur une échelle de 1 à 10. C'est 8, 9 et 10 qui sont les niveaux qui sont considérés comme les plus élevés. Mais le gouvernement tient compte des niveaux 7 également parce qu'ils se sont rendus compte que même si le niveau 7 était considéré comme moins vulnérable, il affichait quand même des taux de réussite qui étaient équivalents à ceux du niveau 8. Donc, 7, 8, 9, 10, toutes les écoles qui ont ce pointage-là vont recevoir de l'aide particulière du gouvernement.
pour des projets spécifiques. Et on voit qu'en Montérégie, quand même, en moyenne, on est à 5,24, ce qui est très bien. On a une moyenne d'école qui est pas du tout dans la case à risque. Mais 8,9 en Haut-Saint-Laurent, 8,4 à Acton, 8 à Pierre-de-Sorel, ça, c'est la moyenne de leurs écoles. Ça fait beaucoup, hein? Fait qu'on doit garder un œil là-dessus. Quand on parle de 35,2 des écoles primaires de la Montérégie, 35,2 mais qui représentent 28 des élèves, donc ce sont ces écoles-là qui ont un 7 à 10. Et au secondaire, c'est 28 qui ont un 7 à 10 d'IMSE. Ça représente 25 des élèves. Donc, ce niveau-là. Les élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation, il y en a beaucoup en Montérégie. On est à 23,5. Ça monte, hein, vous le savez, ça monte constamment. Donc, ça, c'est un chiffre dont il faut tenir compte. Puis, les élèves HDAA vont diplômer notablement moins. Là. Vraiment, là, c'est presque, par exemple, si on a 70 pour les élèves, 79 pour un élève régulier, ben, c'est à 55 ou 60 pour les élèves HDAA. Il y a vraiment une grosse différence de diplomation. Il faut continuer à accompagner ces jeunes-là. Je continue. Le nombre de diplômes, je vais passer rapidement. C'est ici qu'on a notre beau taux de persévérance scolaire. Ça, c'est le taux de diplomation et de qualification par cohorte inscrite au secondaire après 7 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec cet indicateur-là? Vous pouvez lever la main, je vous vois. Là. Oui, plus ou moins. OK, ça, là, c'est très le fun de se le faire expliquer. Ça veut dire que le gouvernement va se donner la liste de tous les élèves qui ont commencé leur secondaire 1, par exemple ici, en 2013, 2014, 2015. Donc, tous les élèves qui ont commencé leur secondaire 1 qui étaient inscrits sur les listes scolaires, le gouvernement les a suivis, mais le ministère de l'Éducation les a suivis pendant toute leur scolarité. Et au bout de 7 ans, le ministère regarde combien ont diplômé versus ceux qui n'ont pas diplômé. Donc, c'est ça le taux de diplomation après 7 ans. C'est une même cohorte. De ces personnes-là, si quelqu'un a déménagé puis qui est parti en Ontario, il est considéré comme n'ayant pas diplômé. Si quelqu'un est retourné, par exemple, faire ses études dans son pays d'origine, il est considéré comme étant pas diplômé. Donc, il n'a pas obtenu un diplôme au Québec. Donc, c'est des chiffres qui sont... donc, les taux de diplomation sont probablement, entre guillemets, un peu sous-estimés par rapport à ce que le jeune va vivre globalement dans sa vie, mais peut-être qu'ailleurs que le système scolaire québécois. Mais quand même, on voit ici une augmentation. Là ici, c'est total 2013, total 2014, total 2015. Ce n'est pas ceux qui ont fini en 2015, c'est ceux qui ont commencé en 2015. 7 ans plus tard, on avait 82,7 de nos Montérégiens qui avaient effectivement leur diplôme d'études secondaires ou professionnelles. Non, excusez-moi, c'est le second. Écoutez, là, il va falloir que il me semble que ça inclut le secondaire professionnel, mais en tout cas, écoutez, il faudrait que je mette une note ici parce que je suis plus certaine, puis je vais moi-même aller me le remémorer. Contre 82 pour le Québec, mais ce qui est saisissant, c'est l'écart ici entre les filles et les garçons. C'est ce qui est vraiment saisissant et que c'est une problématique auquel des gens s'attardent énormément en ce moment. On a 8 presque 9 points de pourcentage, 8 points de pourcentage et 8 points de pourcentage de diplomation entre les gars et les filles. Dans certaines régions, cet écart-là monte jusqu'à 16-17 d'écart de diplomation. Donc, c'est énorme. Puis, il y a des MRC pour lesquels c'est à peu près égal, mais en moyenne, c'est ce qu'on a. Donc, il faut garder ça en tête. Ça varie, hein, Vaudreuil, à 87 de ses élèves qui ont un diplôme, et pour Beauharnois, on est à 72. Donc, il y a quand même une grande variation. Et celui-ci, ici, le taux de sortie sans diplôme, ça, je vais vous l'expliquer aussi, OK, parce que les deux ne sont pas
sais, comme le taux de sortie sans diplôme, c'est pas 100% moins le taux de diplomation après 7 ans. C'est pas ça. Le taux de sortie sans diplôme, eux autres, ils ne regardent pas quand est-ce que l'école a commencé. Du tout. Ils ne regardent pas à quel moment l'école a commencé pour un jeune. Ils s'intéressent à la fin de l'année scolaire. Donc, à la fin de l'année scolaire du secondaire, combien de personnes qui sont sorties de l'école sont sorties sans diplôme? Peu importe, puis là, ça inclut toutes les personnes qui sont arrivées en cours de secondaire, même s'ils n'ont pas commencé le secondaire 1 en même temps que les autres, parce que je vous rappelle ici que ici, en 2015, on suit les étudiants qui ont commencé leur secondaire 1 jusqu'à la fin, mais si quelqu'un est arrivé en secondaire 2, on ne le suit pas, là, lui. Là. Donc, toutes les personnes issues de l'immigration ou issues d'un autre système scolaire au Canada qui sont arrivées en secondaire 2 jusqu'à 5, on ne les suit pas là, dans ce taux de diplomation-ci, mais ils sont inclus dans le taux de sortie sans diplôme. Donc, en 2023, pour toutes les personnes qui ont terminé leur secondaire ou qui sont sorties du secondaire, peu importe à quelle étape de leur parcours, combien sont sortis sans diplôme? Donc, on est à 12% en Montérégie, puis à presque 14% au Québec. Donc, ça s'applique aux élèves qui quittent le secondaire en formation générale. Et pour que l'élève soit compté dans la statistique, il faut qu'il soit parti 1 an ou plus. Donc, s'il revient pendant la première année, il n'est pas inclus dans la statistique. Je passe encore là, des données qui sont simplement des chiffres et j'arrive ici à ce beau tableau qui nous donne, je dirais, un aperçu un peu visuel il y a des régions pour qui les facteurs qu'on a identifiés sont un peu plus favorables, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Donc, on le voit visuellement ici. C'est un résumé. Et donc, on a dit, on va l'illustrer aussi sur la carte. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir que les MRC qui sont tout autour de la grande région métropolitaine, généralement, ont des facteurs favorables un petit peu plus importants. Et plus on s'éloigne, sauf peut-être pour Rouville, qui est comme inclus dans cette couronne-là, plus ça devient difficile, surtout pour notre Haut-Saint-Laurent ici. À l'IRCM, on travaille de plus en plus étroitement justement avec les MRC qu'on a identifiés comme ayant un peu plus de facteurs de vulnérabilité. On a maintenant une nouvelle collègue, Marie, qui accompagne des concertations pour développer des projets particuliers dans certaines MRC. On soutient au Saint-Laurent, Beauharnois, Acton. Donc, il y a des régions ou des MRC avec lesquelles on va s'impliquer un petit peu plus spécifiquement pour mettre en place les concertations s'il n'y en a pas, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, puis c'est le fun, ça bouge, OK? Tout le monde bouge, puis il y a vraiment des beaux projets qui sont mis en place. Il est 11h53, je suis passée vite sur certains points. Je vais prendre des questions, mais juste avant, je vais vous indiquer d'abord que vous pouvez vous inscrire donc à notre série de portraits au Saint-Laurent, etc. Là, ils sont disponibles jusqu'au 12 mars et fort possiblement que par la suite, lorsqu'on va dévoiler la suite de l'horaire, fort probablement que ce sera la conciliation études-travail, vie personnelle qui sera le prochain ici. Là. Il est en cours de construction, notre portrait, puis on a quelque chose de solide, puis c'est très intéressant de s'intéresser à ça. Alors, comment on le trouve? Donc, on s'en va sur le site web. Je vais le mettre dans le lien ici, de l'IRC Montérégie, et c'est sous le libellé campagne qu'on peut trouver mercredi statistique. Le portrait, c'est dans Qui sommes-nous? On a publication ici. Et vous allez pouvoir télécharger notre portrait, donc la dernière version, celle que je vous ai montrée aujourd'hui. Vous allez pouvoir le télécharger à cet endroit-là. Et la vidéo que je viens de faire en ce moment, elle sera disponible à la place de celle-ci dans les prochains jours. Donc, elle va remplacer celle que j'avais faite il y a quelques mois déjà, puisque celle-ci n'inclut pas les nouvelles modifications que j'ai apportées au portrait dans les dernières semaines. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit
aujourd'hui. Commentaires, attendez que je retrouve mon portrait. Commentaires, suggestions. Merci beaucoup, Pardon. Chantal, pour cette belle présentation. C'était super intéressant, c'est vraiment complet, tu es super dynamique. Vraiment, j'ai tout aimé. Merci, C'est merci ça. André, je suis contente. On va te revoir Mm. aux autres séminaires, aux autres Mais c'est webinaires. clair, c'est clair. Excellent, j'aime ça. Il y avait une autre main qui a été baissée, c'était Oui, pas toi, en fait, Lynn? Chantal, c'est un bravo que je voulais faire Ah, plutôt que de lever ma main. Ben, c'est tellement visuel, l'information, de la façon qu'elle est présentée, puis très complète également. Écoute, ça va être c'est un bel outil là, à avoir sous la main, puis ça nous sensibilise beaucoup à la réalité de notre région. Là, c'est chapeau. merci beaucoup, Lynn. Dans les prochains mois, l'idée, c'est d'aller inscrire un peu plus de qualitatif dans les portraits des MRC. Donc, d'aller documenter un peu plus les réalités, mais en mots, là, pas seulement en chiffres. Ça, c'est une des choses qu'on veut faire. Et l'autre chose, c'est d'aller inscrire aussi des indicateurs qui sont, je le disais au début à quelques-uns, en lien avec la santé mentale, en lien même avec la santé physique. Peut-être si on réussit, parce que les données ne sont pas toujours disponibles, en lien avec la violence dans les milieux scolaires ou dans les milieux de vie. Donc, ça, c'est des choses aussi qui ont un impact sur les taux de diplomation. Le parcours scolaire des jeunes. On veut aussi aller pousser un peu plus loin sur les universités parce qu'il n'y a pas beaucoup de données pour les universités. Puis on essaye là, en ce moment. Là, il y a comme des discussions pour aller trouver un peu plus ce qui se passe après le secondaire, puis cégep, université. Donc, il y a des choses qui se passent. Moi, ça me fascine tout ça. J'ai un plaisir fou à travailler avec tout ça. Donc, sachez que ça va continuer à vivre, puis ça va être amélioré d'année en année. Donc, continuez à nous suivre. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette d'ailleurs hein, pour être au courant de tout ça. Ben, je vous remercie tout le monde. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant de terminer? Ça va? On reste en contact. Merci énormément pour votre présence. J'apprécie vous voir, j'apprécie vos réactions, vos questions. On reste en contact, puis restez en contact avec nous. On reparlera encore plus intensément de nos MRC dans les prochaines semaines.